La quatrième étape, décrite par Guerriero, est la recherche de lésions d'endométriose profondes dans les différents compartiments. L'évaluation de l'atteinte endométriosique du compartiment postérieur est essentielle avant tout geste chirurgical. Dans les recommandations HAS 2017, les examens de première intention, dans le cadre d'une suspicion d'endométriose, étaient l'examen gynécologique associé à l'échographie endovaginale. Les examens de deuxième intention recommandés étaient l'échographie endovaginale ou l'IRM pelvienne, ces deux examens devant être réalisés, s'ils sont prescrits, par des échographistes ou des radiologues référents en endométriose. La réalisation d'une préparation digestive quelques heures avant la réalisation de l'échographie endovaginale augmente la sensibilité et la précision diagnostique de l'échographie. Ces données ont été confirmées par plusieurs études dans la littérature avec une sensibilité voisine de 98% et une précision diagnostique de 99 à 98,7%. Il en est de même pour l'adjonction de contraste intrarectal juste avant de réaliser l'échographie endovaginale. La sensibilité était de 97% pour les atteintes rectovaginales quand il y avait du contraste intrarectal contre 92,8% en l'absence de contraste intrarectal. La précision était de 97,8% versus 92%. Ces données de la littérature ont conduit les auteurs des recommandations endométriose 2017 à recommander la préparation digestive avant la réalisation d'une échographie diagnostique de l'endométriose rectosigmoïdienne. De même, il est recommandé de réaliser cette échographie avec du contraste intrarectal pour augmenter la sensibilité diagnostique de l'infiltration digestive et notamment l'infiltration pariétale. Fort de ces constatations, notre équipe a standardisé un protocole d'échographie pour le diagnostic des endométrioses profondes. Il s'agit de la rectosonographie. Nous réalisons une échographie par voie endovaginale. Cette échographie est précédée par une préparation digestive et l'ajout de contraste intrarectal. Nous faisons également des acquisitions en 3 dimensions sur les lésions visualisées. L'examen est réalisé vessie en semi-réplétion. 2 lavements par Normacol sont prescrits à la patiente quelques heures avant l'échographie. Et avant le début de l'examen, nous injectons à l'aide d'une seringue à embout conique 3 seringues d'eau de 60 cc. Cet examen est parfaitement bien supporté par les patientes. C'est de l'eau qui n'irrite pas l'intestin, il n'y a donc pas de spasme, pas de crampes, comme l'on pourrait l'imaginer à première intention. Dans notre expérience, la rectosonographie a remplacé l'écho-endoscopie rectale. Les écho-endoscopies rectales restent indiquées pour notre équipe pour les récidives de signes fonctionnels rectosigmoïdiens après chirurgie et chez les patientes pour lesquelles on envisage éventuellement une nouvelle prise en charge, les discordances entre les signes fonctionnels digestifs et la normalité des examens complémentaires rectosonographie et IRM. Les descriptions anatomiques des lésions endométriosiques sont en réalité extrêmement floues et le plus souvent sur les comptes rendus d'échographie ou d'IRM, on parle d'atteinte de la cloison rectovaginale, ce qui peut traduire soit une atteinte du moyen rectum, soit du haut rectum, soit du sigmoïde, et il y avait un véritable besoin de clarifier les descriptions. Ceci a été fait grâce à un regroupement d'experts dans le cadre de l'International Deep Endometriosis Analysis. Les données sont publiées depuis 2016 par Guerriero. En ce qui concerne le compartiment postérieur, on définit la zone rétrocervicale qui correspond en réalité à l'atteinte du cul-de-sac de Douglas avec les atteintes plus précisément du torus uterinum et des ligaments utérosacrés. En ce qui concerne les atteintes digestives, le groupe d'experts parle de l'atteinte du bas rectum,
qui vont jusqu'au cul-de-sac vaginal postérieur, puis les atteintes du haut rectum, puis les atteintes de la jonction recto-sigmoïdienne et du sigmoïde. Cela ne correspond pas exactement à la description qui est faite par les chirurgiens digestifs. Et je pense que pour un opérateur, il est fondamental de connaître précisément la hauteur de la lésion endométriosique. Le bas rectum fait suite au canal anal. Canal anal plus bas rectum, c'est environ 5 cm. Le moyen rectum, c'est les 5 cm au-dessus du bas rectum, c'est-à-dire jusqu'au cul-de-sac vaginal postérieur. Puis on a le haut rectum, 5 cm, la jonction recto-sigmoïdienne qui est a priori à environ 15 cm de la marge anale, puis le sigmoïde. Cette description anatomique chirurgicale est à mon avis fondamentale et doit apparaître dans les comptes rendus d'échographie ou d'IRM. Ces deux photographies d'échographie vous montrent l'intérêt de l'ajout d'un contraste intrarectal. Nous avons ici la sonde d'échographie endovaginale, la paroi vaginale qui est ici, la cloison rectovaginale hyperéchogène qui est préservée, la paroi antérieure du rectum qui est fine, et ici on voit un épaississement, on est quasiment au regard du fond vaginal, c'est-à-dire qu'on est sur la partie haute du moyen rectum, et elle va occuper toute la partie du haut rectum. On a ici la lumière intestinale, et ici la paroi postérieure du rectum. Nous avons ajouté l'eau et vous pouvez constater qu'il existe une lésion endométriosique qui va infiltrer la musculeuse jusqu'à la sous-muqueuse et la muqueuse elle-même est respectée. C'est la lumière digestive que l'on voit ici. Et ici, on a la muqueuse et la musculeuse de la paroi postérieure du rectum. Voici un exemple d'une rectosonographie normale. La sonde endovaginale est ici positionnée au niveau du vestibule. On constate la vessie en avant qui est bien remplie, l'empreinte de l'utérus sur la face postérieure de la vessie, l'axe du vagin, la paroi postérieure du vagin, hypoéchogène épaisse, la cloison rectovaginale hyperéchogène, la paroi antérieure du rectum. Ici, nous avons le canal anal qui va se prolonger par le bas rectum sur 2 cm, puis nous allons arriver sur le moyen rectum, puis le haut rectum, puis le sigmoïde. Nous suivons avec le laser la paroi antérieure du rectum. On voit qu'elle reste parfaitement fine, il n'y a pas d'épaississement, et on remonte ainsi jusqu'au niveau du sigmoïde. On peut aller jusqu'à 15, parfois 20 cm au-dessus du haut rectum. Les lésions endométriosiques digestives ont toutes le même aspect. Il s'agit d'une lésion hypoéchogène, plus ou moins régulière, qui vient épaissir la musculeuse digestive. Elle va refouler la sous-muqueuse et la muqueuse, et l'atteinte muqueuse est tout à fait exceptionnelle. On considère qu'environ 85% des lésions endométriosiques digestives se localisent dans les 30 derniers centimètres de l'intestin, d'où l'intérêt de cette technique qui permet une exploration très fine de cette portion digestive. Nous sommes ici au niveau du vestibule avec la sonde d'échographie, la paroi postérieure du vagin. Nous avons ici l'axe du vagin, souvent hyperéchogène, et ici en coupe le canal anal. On va voir le moyen rectum, puis le haut rectum. Lors de cette échographie, je laisserai le pointeur laser sur la paroi antérieure du rectum et du sigmoïde. Notez l'épaississement de cette paroi qui traduit la lésion endométriosique digestive. On est ici sur le bas rectum, moyen rectum. On arrive, vous voyez, au niveau du fond vaginal. Et on a ici, au niveau du fond vaginal, c'est-à-dire le haut du moyen rectum, cet épaississement pariétal. Là, c'est fin et ça s'épaissit. La muqueuse et la sous-muqueuse est respectée. Vous voyez, elle apparaît hyperéchogène. Ici, nous avons l'utérus. Il s'agit de la même boucle. Paroi du moyen rectum. On arrive sur le fond vaginal avec le col de l'utérus qui est ici.
c'est fin, ça s'épaissit. Et regardez la muqueuse en regard. Et ici, la zone de sténose luminale que l'on observe sur cet examen. Et ici, on a le sigmoïde au-dessus et l'utérus. Les atteintes isolées de la cloison recto-vaginale sont tout à fait exceptionnelles. Le plus souvent, il s'agit d'une lésion vaginale ou rectale qui va se prolonger au niveau de la cloison recto-vaginale. En écho, cette cloison recto-vaginale est hyperéchogène et on constatera donc une disparition du liseré graisseux hyperéchogène interrecto-vaginal. Sur cette rectosonographie, la cloison recto-vaginale est bien visible. Elle apparaît hyperéchogène et elle est surlignée par une ligne en pointillé rouge. Il s'agit là de la paroi vaginale qui se prolonge par le col de l'utérus. Nous avons la paroi antérieure du rectum et regardez bien finement, on voit la musculeuse externe, la musculeuse interne, la muscularis mucosae et la muqueuse. La cloison recto-vaginale, c'est le liseré blanc hyperéchogène entre les deux lignes hypoéchogènes correspondant à la paroi vaginale et à la paroi digestive. Nous observons le contraste intrarectal et la paroi postérieure du rectum. Sur cette rectosonographie, nous allons observer un épaississement du cul-de-sac vaginal postérieur traduisant son infiltration par une lésion endométriosique. Elle va infiltrer la partie haute de la cloison recto-vaginale. Nous observerons une disparition du liseré graisseux, mais par contre un respect de la paroi antérieure du rectum. La paroi vaginale qui s'épaissit, disparition du liseré graisseux qui est préservé, paroi vaginale qui s'épaissit, disparition du liseré graisseux et respect de la paroi musculaire. Nous avons ici l'épaississement de la paroi vaginale, la cloison recto-vaginale qui petit à petit s'amincit et disparaît, et le respect de la paroi antérieure du rectum. Sur cet arrêt sur image, on observe la cloison recto-vaginale. Elle semble préservée, elle est hyperéchogène et bien régulière. On a ici une atteinte du cul-de-sac vaginal postérieur avec cet épaississement de la paroi vaginale, le col de l'utérus et l'utérus est ici. Et nous avons parallèlement un épaississement et une infiltration de la paroi rectale en regard. Mais on note bien la préservation du liseré graisseux hypoéchogène. Les atteintes isolées du cul-de-sac vaginal postérieur sont tout à fait exceptionnelles. En voici un exemple. Sur l'examen au spéculum, on observe cette très volumineuse lésion occupant tout le cul-de-sac vaginal postérieur. Le col est refoulé vers l'avant, la lésion mesure au minimum 3 cm. Sur cet arrêt sur image, on visualise très nettement la lésion visualisée précédemment au spéculum. Il s'agit de la lésion du cul-de-sac vaginal postérieur et ici le corps utérin. Regardez la cloison recto-vaginale hyperéchogène. Elle apparaît très régulière, il ne semble pas y avoir d'infiltration de la cloison recto-vaginale. Le rectum en regard, sur sa paroi antérieure, semble également respecté. Il s'agit du moyen rectum et du haut rectum. L'étude dynamique va confirmer ce que nous avions dit précédemment. Regardez la lésion du cul-de-sac vaginal postérieur, volumineuse, avec des lésions kystiques à l'intérieur, comme cela avait été vu à l'aide du spéculum. La cloison recto-vaginale, hyperéchogène, est préservée en regard de la lésion. Et la paroi digestive antérieure, du moyen et du haut rectum, est également préservée. Il s'agit donc bien d'une lésion isolée du cul-de-sac vaginal postérieur. Les atteintes des ligaments utérosacrés
sont probablement les plus difficiles à diagnostiquer en échographie. On peut s'aider pour le diagnostic d'un toucher vaginal avant la réalisation de l'échographie. Et la sensibilité du cul-de-sac vaginal postérieur, reproduisant éventuellement les dyspareunies, va nous faire suspecter une lésion du ligament hétérosacré droit ou gauche. Ces lésions apparaissent le plus souvent comme des lésions hypoéchogènes, stellaires, irrégulières, au sein de la graisse de la cloison rectovaginale, qui est, dans ce cas précis, épaissie. Regardez l'atteinte du cul-de-sac vaginal postérieur, que l'on retrouve également sur cette photo. Sur cette rectosonographie, vous allez pouvoir visualiser, au-dessus de l'atteinte vaginale précédemment décrite, une atteinte du torus uterinum et d'un ligament hétérosacré. L'examen débute au niveau de la partie basse du rectum, juste au-dessus du canal anal. Regardez également attentivement la cloison rectovaginale hyperéchogène qui est préservée jusqu'au niveau du torus uterinum. Cloison rectovaginale, cul-de-sac vaginal postérieur et l'atteinte du torus. L'atteinte du torus qu'on voit ici et du ligament hétérosacré. Atteinte du torus et du ligament hétérosacré. Voilà l'atteinte du torus. Le corps utérin est ici. Et l'atteinte du torus qui est délimitée par la graisse hyperéchogène, alors que le torus apparaît, lui, hypoéchogène. Atteinte du torus, ligament hétérosacré, torus. Au niveau de l'espace rétrocervical, nous allons pouvoir explorer les lésions des ligaments hétérosacrés et du torus utérinum, comme cela est montré sur cette photo réalisée au cours d'une cœlioscopie. Sur ces clichés d'échographie, on visualise une atteinte du torus uterinum qui se prolonge jusqu'au niveau de la paroi digestive antérieure. Il s'agit du moyen et haut rectum. La lésion est assez limitée, mais elle est assez caractéristique. La paroi digestive normale antérieure du moyen rectum qui vient s'épaissir par cette lésion endométriosique développée à partir du torus uterinum. Regardez la cloison rectovaginale, elle est interrompue par cette lésion du torus uterinum. La paroi vaginale, quant à elle, paraît respectée. L'étude en Doppler montre une hypervascularisation, ce qui n'est pas du tout rare pour les lésions endométriosiques profondes postérieures. Les infiltrations des ligaments hétérosacrés correspondent en échographie à une zone hypoéchogène irrégulière, stellaire, développée au sein de la graisse rectovaginale. En voici un exemple sur cette photo d'échographie, la paroi vaginale, et voyez la graisse rectovaginale et la présence d'une zone irrégulière, stellaire, hypoéchogène correspondant à une lésion du ligament hétérosacré. Elle est latéro-cervicale, on ne voit pas le col hélice-mutérin sur cette photo. En dynamique, on va retrouver cette lésion, regardez la cloison rectovaginale et regardez la paroi vaginale. On observe dans la graisse de la cloison rectovaginale une lésion hypoéchogène correspondant à une infiltration d'un ligament hétérosacré. C'est probablement les lésions les plus difficiles à visualiser en échographie et il faut donc avoir un œil expert. La paroi digestive, en regard, ne semble pas infiltrée. Cet examen n'a pas été réalisé avec une préparation digestive et l'injection de contraste intrarectal. Voici un autre exemple de lésion endométriosique d'un ligament hétérosacré. La lésion endométriosique apparaît hypoéchogène, irrégulière, spiculée. Elle se développe au sein de la graisse rétrocervicale qui apparaît hyperéchogène. Notez la présence d'un liseré graisseux entre la partie postérieure du ligament hétérosacré et la paroi antérieure du rectum. Cette dernière est très discrètement épaissie, ce qui est probablement simplement réactionnel. De même, au niveau de la face antérieure de la lésion du ligament hétérosacré, on retrouve ce liseré graisseux qui signe l'absence d'infiltration vaginale
ce qui sans doute avait été confirmé par le toucher vaginal précédemment réalisé, la paroi vaginale n'étant pas épaissie et infiltrée en regard. On ne retrouve pas d'hypersignal en Doppler sur cette lésion du ligament utérosacré. La même lésion en échographie dynamique montre cette lésion hypoéchogène correspondant à l'atteinte du ligament utérosacré, le liseré graisseux qui est préservé en avant avec l'absence d'infiltration vaginale, le liseré graisseux en arrière, et regardez le caractère dynamique exercé avec la sonde. On voit très bien les petits ressauts au contact de la lésion, sans aucun doute que cela reproduisait les symptômes décrits par la patiente, notamment les dyspareunies. La lésion du ligament utérosacré, le caractère dynamique de l'échographie au contact de la lésion qui réveille les douleurs et signe l'atteinte endométriosique puisqu'elle reproduit les dyspareunies. Sur ces clichés d'échographie, on retrouve une atteinte d'un ligament utérosacré au sein de la graisse hyperéchogène et qui semble se prolonger jusqu'au col et au torus uterinum. Voici la même lésion en IRM, séquence T2, en coupe transversale. On retrouve l'épaississement du ligament utérosacré gauche se prolongeant jusqu'au col de l'utérus que l'on voit ici, et donc au torus uterinum. Les lésions endométriosiques digestives du rectum et du sigmoïde. Plus de 80% des lésions endométriosiques qui affectent l'intestin se localisent au niveau du rectum et du sigmoïde. Ces lésions sont accessibles à une échographie. Le bilan lésionnel va permettre de préciser le nombre de lésions, la taille, le volume des lésions, la localisation au niveau du bas, moyen, au rectum, jonction recto-sigmoïdienne, sigmoïde, et surtout la distance par rapport à la marge anale. Le degré d'infiltration pariétale au niveau de la musculeuse, externe et interne, sous-muqueuse, muscularis mucosae et muqueuse, et le degré de sténose ou de protrusion de la lésion dans la lumière digestive. Une lésion endométriosique digestive apparaît sous la forme d'une image hypoéchogène, le plus souvent irrégulière, qui vient épaissir la musculeuse externe et interne, et elle refoule le plus souvent la sous-muqueuse qui apparaît comme une zone hyperéchogène et la muqueuse plus hypoéchogène. Pour en faire le diagnostic, il faut suivre la paroi antérieure du rectum depuis le bas rectum, le moyen rectum. Cette ligne fine hypoéchogène s'épaissit progressivement pour donner cette lésion hypoéchogène. Pensez également à toujours regarder la cloison rectovaginale qui apparaît sous la forme d'une ligne hypoéchogène. Un autre exemple ici, où on retrouve effectivement l'épaississement de la musculeuse. La sous-muqueuse est bien visible, hyperéchogène, et la muqueuse sous la forme d'un petit liseré noir directement en contact avec la lumière digestive. Notez que le contraste en intrarectal permet de faciliter le diagnostic. Sur la rectosonographie qui va suivre, vous allez pouvoir faire le diagnostic d'une lésion endométriosique digestive située entre le moyen rectum et le haut rectum. La lésion hypoéchogène vient épaissir la musculeuse externe et interne de la paroi antérieure du rectum. La sous-muqueuse hyperéchogène est respectée. Suivez également la ligne hyperéchogène correspondant à la cloison rectovaginale. Est-ce que vous voyez quelque chose d'anormal? On suit la ligne hypoéchogène depuis le bas rectum, moyen rectum. Regardez cette ligne hypoéchogène qui s'épaissit. Il s'agit de la lésion endométriosique digestive. La ligne s'épaissit. Voilà la lésion endométriosique digestive. On est en regard du fond vaginal. Ici, c'est le col et l'isthme utérin. Donc, on est entre le moyen et le haut rectum. La ligne hyperéchogène correspondant à la sous-muqueuse est respectée. Il n'y a donc pas d'infiltration de la sous-muqueuse.
et la ligne hypoécogène correspondant à la muqueuse est évidemment respectée. Je vous disais de regarder la ligne hyperécogène correspondant à la cloison recto-vaginale. Vous voyez qu'elle s'interrompt. Cette lésion s'est développée à partir du torus ou d'un ligament hétérosacré et elle vient infiltrer la paroi digestive. La paroi vaginale, quant à elle, semble intacte. Le torus ou le ligament hétérosacré, la lésion hypoécogène. Une description précise des lésions endométriosiques digestives est indispensable. Il faut donc en préciser leur taille et leur volume. La réalisation d'une acquisition 3D lors d'une rectosonographie en présence d'une atteinte digestive peut être une aide importante pour mesurer la taille et estimer le volume de la lésion. L'opérateur va, tous les 30 degrés, dessiner lui-même le pourtour de la lésion. La console, grâce au logiciel Vocal pour volume calculation, va estimer la taille de la lésion. Voilà l'estimation finale. On arrive à une lésion qui mesure 1,5 cc, ce qui est une lésion de taille moyenne. Une grosse lésion endométriosique dépasse rarement 3 à 4 cc. Regardez l'image inférieure. C'est une coupe transversale dans le mode triplan. Elle passe par l'axe de l'intestin et on a exactement le même type d'image que l'on observe lors des écho-endoscopies rectales. La paroi digestive est fine sur la partie postérieure, elle vient s'épaissir sur la partie antérieure correspondant à l'infiltration de la paroi digestive. On peut ainsi dire que sur cette lésion endométriosique digestive, l'infiltration de la paroi digestive est voisine de 50% de la circonférence totale de l'intestin. Il est également fondamental de localiser précisément la hauteur de la ou des lésions endométriosiques au niveau de l'intestin. Elles peuvent se localiser exceptionnellement au niveau du bas et du moyen rectum. Elles sont le plus souvent localisées en regard du fond vaginal, c'est-à-dire à la jonction moyen rectum-haut rectum. Elles occupent le haut rectum, la jonction recto-sigmoïdienne et le sigmoïde. Attention à ne pas se faire piéger par une seconde localisation endométriosique, notamment au niveau du sigmoïde. Il sera important de préciser la distance de la lésion ou des lésions par rapport à la marge anale. On peut retrouver jusqu'à 35% de lésions endométriosiques digestives chez les femmes présentant une endométriose profonde. Elles peuvent être multifocales jusqu'à 55% des cas. 28% des lésions rectosigmoïdiennes sont associées à une atteinte iléocécale, d'où l'importance de rechercher systématiquement à l'interrogatoire une douleur en fosse iliaque droite, et même si la patiente a déjà été appendicectomisée. L'intérêt de notre technique de rectosonographie est qu'elle permet le diagnostic des lésions endométriosiques du rectum et du bas sigmoïde. 87% des lésions intéressent le rectum et le sigmoïde et elles sont donc assez accessibles à cette technique. Les deux éléments capitaux pour la prise en charge de patientes endométriosiques avec une atteinte du rectum ou du sigmoïde sont d'une part la présence ou non d'une infiltration du cul-de-sac vaginal postérieur. Ce diagnostic est affirmé ou infirmé grâce au toucher vaginal. L'autre point capital concerne la distance de la ou des lésions par rapport à la marge anale. Il a été décrit par le groupe IDEA les lésions du bas rectum et du haut rectum. Ceci ne nous paraît pas suffisamment pertinent pour décider de la prise en charge chirurgicale. Et nous avons choisi pour ce tutoriel d'utiliser la description anatomique utilisée par nos collègues chirurgiens digestifs. Le canal anal correspond aux 3 derniers centimètres du rectum. Les 2 cm au-dessus sont la fin du bas rectum. Ensuite, les 5 cm au-dessus correspondent au moyen rectum, limite grosso modo au niveau du cul-de-sac vaginal postérieur, puis le haut rectum, entre 10 et 15 cm par rapport à la marge anale, la jonction recto-sigmoïdienne, et enfin le sigmoïde.
même si l'échographie peut être assez précise pour préciser la hauteur de la lésion, elle nous semble inférieure à l'IRM. Là encore, on démontre le caractère complémentaire de ces deux examens. Nous avons ici, par exemple, une lésion endométriosique digestive. Nous avons le canal anal, 3 cm, le bas rectum, 2 cm au-dessus, le moyen rectum, qui se termine au niveau du cul-de-sac vaginal postérieur, puis le haut rectum, qui est toujours un petit peu difficile à estimer, car nous avons souvent un petit repli sur une coupe axiale. Cette lésion est donc située sur la partie haute du moyen rectum. Pour ne pas se tromper en échographie, et avant de regarder l'IRM, je vous invite à toujours localiser la lésion endométriosique par rapport au cul-de-sac vaginal postérieur correspondant à la jonction entre le moyen rectum et le haut rectum. Voici un exemple d'une lésion du moyen rectum. Il s'agit de la même lésion visible en échographie à gauche et en IRM à droite. Sur le cliché d'échographie, on se rend bien compte qu'il est difficile de préciser la hauteur de la lésion par rapport à la marge anale, car il est impossible d'obtenir un alignement entre le haut rectum, moyen rectum, bas rectum et canal anal. Ce qui est le cas sur l'IRM réalisé ici avec produit de contraste au rectum, moyen rectum, bas rectum et canal anal. L'échographie permet par contre d'avoir une idée de la localisation. Regardez sur cette échographie. Nous avons ici la paroi vaginale qui est fine, le torus utérinum et le col de l'utérus. Nous avons ici la cloison recto-vaginale qui semble préservée, la lésion digestive qui infiltre la musculeuse interne et la musculeuse externe, respect de la cloison recto-vaginale hyperéchogène et de la muqueuse. Cette lésion est située en regard du fond vaginal et du torus. Il s'agit très probablement d'une lésion du moyen rectum. Ceci est confirmé sur l'IRM où on a ici le canal anal, le bas rectum, le moyen rectum, c'est les 5 cm au-dessus jusqu'au niveau du cul-de-sac vaginal postérieur, et le haut rectum. Il s'agit donc bien d'une lésion du moyen rectum. Voici un exemple d'une lésion du haut rectum. Elle est située légèrement au-dessus du cul-de-sac vaginal postérieur qui se termine ici, cloison recto-vaginale, cul-de-sac vaginal postérieur qui est ici, et musculeuse qui est fine et qui vient s'épaissir. Respect, là encore, de la sous-muqueuse. Voici l'image correspondant en IRM, canal anal, bas rectum, moyen rectum, haut rectum. Il s'agit d'une lésion située sur la partie du rectum située à plus de 10 cm de la marge anale. Les lésions sigmoïdiennes sont situées beaucoup plus haut par rapport aux lésions précédemment décrites. Regardez sur cette échographie, ici nous avons le corps utérin et la lésion endométriosique que tout le monde a bien visualisée. Cette image hypoéchogène en fer à cheval est située sur la face postérieure de la partie haute du corps utérin. Regardez la même image décrite sur l'IRM, canal anal, bas rectum, moyen rectum, haut rectum et la lésion en fer à cheval située sur la partie sigmoïdienne. Nous sommes à plus de 15 cm de la marge anale. Il faut toujours préciser le nombre de lésions endométriosiques digestives. Et si nous faisons le diagnostic d'une lésion endométriosique digestive, il ne faut pas se focaliser sur cette lésion, mais bien essayer de regarder plus au-dessus s'il existe une seconde localisation endométriosique digestive. Dans certaines séries, les lésions multiples digestives peuvent atteindre jusqu'à 55% des cas. Voici un exemple assez démonstratif. Nous sommes ici en échographie au niveau du cul-de-sac vaginal postérieur, l'isthme utérin avec une lésion du torus utérinum. Cette lésion infiltre le haut rectum et semble respecter la sous-muqueuse. Et si on poursuit l'exploration au-dessus, on voit qu'ici ça devient beaucoup plus sinueux et qu'en regard du corps utérin, tiers supérieur de l'utérus, on a à nouveau une lésion hypoéchogène. Il s'agit, dans le cas précis, d'une lésion sigmoïdienne. Voilà le même exemple en IRM, canal anal, bas rectum, moyen rectum,
haut rectum, avec cette première lésion endométriosique digestive sur le haut rectum. Et si on poursuit un peu plus haut, en regard du tiers supérieur du corps utérin, une seconde lésion endométriosique digestive sigmoïdienne. Il faut aussi apprécier et préciser le degré d'infiltration pariétale, avec une atteinte le plus souvent de la musculeuse externe et interne, mais recherchez également une atteinte de la sous-muqueuse, de la muscularis mucosae et de la muqueuse. Si nous voulons préciser le degré d'infiltration pariétale des lésions endométriosiques digestives, il est indispensable de connaître la description anatomique des tuniques digestives en échographie. C'est ce que nous vous proposons sur cette diapositive. Nous avons donc sur cette rectosonographie réalisé un fort grossissement du cul-de-sac vaginal postérieur. Voici le rendu en image. Nous avons ici la sonde d'échographie. Nous avons une première ligne directement au contact de la sonde hypoéchogène, puis une ligne hyperéchogène, puis une ligne hypoéchogène, puis une ligne hyper, puis une ligne hypo, puis une ligne hyper. La première ligne hypoéchogène correspond à la paroi vaginale. Elle se poursuit avec le col de l'utérus. La deuxième ligne hyperéchogène correspond à la cloison recto-vaginale. Il s'agit d'un tissu graisseux très fin. Les lignes suivantes correspondent à la paroi digestive. Nous allons les décrire plus en détail. Afin de nous aider à décrire les différentes structures anatomiques constituant la paroi digestive, nous allons nous aider de ce schéma d'anatomie et le suivre point par point en mettant les images d'échographie correspondant. En périphérie de ce schéma, nous constatons une ligne blanche, gris-blanche, très externe. Il s'agit de la cloison recto-vaginale qui apparaît hyperéchogène juste au-dessus de la paroi vaginale. Ensuite, les deux couches plus internes correspondent à la musculeuse externe et à la musculeuse interne. Voici ici ces deux couches hypoéchogènes qui correspondent à la musculeuse externe et la musculeuse interne. Il est assez difficile et assez rare de pouvoir les distinguer en échographie, que ce soit en échographie endovaginale, rectosonographie ou échoendoscopie rectale. Encore plus en dedans, nous avons cette couche qui correspond à la sous-muqueuse. Elle apparaît hyperéchogène. Ensuite, nous avons une ligne très fine qui correspond à la muscularis mucosae. C'est une petite lame musculaire juste en dessous de la muqueuse qui est ici. Voilà, ici, la muscularis mucosae. Enfin, la couche la plus interne correspond à la muqueuse. Elle est plus épaisse que la muscularis mucosae hypoéchogène et elle correspond à une ligne hyperéchogène directement en contact avec la lumière intestinale. Ici distendue grâce à la mise en place d'un contraste intrarectal. Nous pouvons regarder sur la paroi postérieure la description grosso modo des mêmes structures avec la muqueuse, la muscularis mucosae, la sous-muqueuse, la musculeuse interne, la musculeuse externe et la couche graisseuse périphérique de l'intestin. Voici à gauche l'image de rectosonographie d'une lésion endométriosique et à droite la pièce opératoire. On note que la lésion est située en regard du cul-de-sac vaginal postérieur et du col de l'utérus. Il s'agit donc d'une lésion du moyen rectum a priori. Elle infiltre la musculeuse externe et la musculeuse interne. La sous-muqueuse semble bien respectée, hyperéchogène, ainsi que la muqueuse. Sur la pièce opératoire, nous avons ici la lésion endométriosique digestive. Et plus en interne, on voit ici la sous-muqueuse et la muqueuse
qui semble bien respectée. Nous la voyons, nous pouvons la suivre également de ce côté-là, puisque la pièce a été ouverte en deux. Voici sur cette rectosonographie une lésion endométriosique qui semble développer à partir d'un ligament utérosacré. Le ligament utérosacré vient se prolonger jusqu'à la paroi digestive où la musculeuse externe et interne est infiltrée par la lésion endométriosique. La couche hyperéchogène, plus interne, correspondant à la sous-muqueuse, semble respectée. Il en est de même pour la paroi vaginale qui est respectée. Le petit lys régresseux ici confirme bien l'absence d'infiltration de cette dernière. Sur cette rectosonographie, à première vue, la lésion endométriosique digestive infiltre la musculeuse externe et la musculeuse interne et semble respecter la sous-muqueuse hyperéchogène ainsi que la muscularis mucosae qu'on voit ici et la muqueuse. Mais en fait, elle a été très probablement sous-estimée cette lésion, puisque ici nous avons la lésion, mais elle se prolonge au-dessus au niveau du haut rectum. Et là, on voit très bien que si l'on suit la sous-muqueuse hyperéchogène, qu'elle est interrompue, et donc nous avons une infiltration de la paroi digestive jusqu'à la sous-muqueuse, voire la muscularis mucosae. Voici une image d'une lésion endométriosique transfixiante au niveau de la paroi antérieure du rectum. Nous sommes ici en regard du cul-de-sac vaginal postérieur, avec le col et l'isthme. Nous avons ici la cloison rectovaginale hyperéchogène qui semble respectée, et ici la lésion hypoéchogène qui vient infiltrer la musculeuse externe, mais également on ne voit plus la sous-muqueuse, la muscularis mucosae. Il y a même une lésion kystique qui est intraluminale et qui serait probablement visible en rectoscopie. Notez l'intérêt du contraste qui permet de définir précisément les limites de la lésion endométriosique, ce qui serait beaucoup plus difficile si nous n'avions pas mis d'eau au niveau du rectum. Ce qui est intéressant également, c'est de noter que au niveau du rectum, il n'y a jamais d'infiltration endométriosique de la paroi postérieure. Nous avons donc ici, en miroir de la paroi antérieure, une coupe de la paroi postérieure, et donc on peut tout à fait retrouver nos repères anatomiques avec la musculeuse externe et interne, la muscularis mucosae et la muqueuse qui est visible à cet endroit-là. Enfin, le dernier point qui apparaît assez essentiel depuis la publication d'Abrao dans les années 2000 concerne le degré de sténose ou de protrusion dans la lumière digestive. En effet, il avait estimé qu'une sténose supérieure à 40% contre-indiquait le shaving et imposait une résection segmentaire. La rectosonographie couplée à la 3D peut être une aide utile pour calculer le pourcentage de sténose. Il existe différents modes de rendu. Ici, c'est le mode MSV pour Multi-Slice View. On a des coupes scanner tous les 1, 2, 3 ou 5 mm. Il devient donc assez aisé de calculer ainsi le pourcentage de sténose. Ici, vous avez la lésion endométriosique digestive et on peut tout à fait mesurer ici la distance au-dessus de la lésion, en dessous de la lésion et au point culminant de la zone de sténose et calculer le pourcentage de sténose. Nous pouvons également réaliser des reconstructions surfaciques qui correspondent en quelque sorte à une rectoscopie virtuelle. Nous avons ici la sonde endovaginale, nous avons ici la lésion endométriosique digestive, la lumière digestive qui est distendue par le contraste, et ici la paroi postérieure de l'intestin. Notez la finesse de cette reconstruction 3D. Nous avons ici une ligne hypoéchogène qui correspond à la musculeuse. On peut ainsi calculer la distance au-dessus de la lésion, au niveau du point culminant et en dessous de la lésion et calculer le pourcentage de sténose. Comme nous l'avons démontré précédemment, l'IRM était très intéressante pour préciser la topographie de la lésion endométriosique par rapport à la marge anale. Il s'agit ici d'une lésion qui est située entre 5 et 10 cm de la marge anale, une lésion donc du moyen rectum qui vient infiltrer le vagin. J'ai voulu, par ces clichés de fusion IRM-échographie, vous montrer la sensibilité de l'échographie pour apprécier la profondeur d'infiltration des tuniques digestives. Il s'agit de la même lésion fusionnée
en IRM et en échographie. Regardez ici la lésion endométriosique. On a du mal à préciser si la cloison rectovaginale est respectée ou non. On a l'impression même qu'elle est infiltrée. Ici, on a une image en échographie avec contraste intrarectal. La paroi est fine, elle s'épaissit. Nous avons la lésion endométriosique qui vient souffler la sous-muqueuse et la muqueuse. Nous avons la cloison rectovaginale qui est préservée et on a une atteinte assez limitée ici du ligament utérosacré probablement l'utérus jusqu'au contact du col de l'utérus, mais la paroi vaginale semble respectée. Afin de se familiariser avec ces techniques d'imagerie de fusion IRM échographique, j'ai souhaité également vous montrer une image endométriosique localisée au niveau du sigmoïde. Vous voyez cet aspect complètement rétractile en fer à cheval de la boucle sigmoïdienne, visible ici sur l'IRM. On voit ici que le gel qui a été utilisé pour le contraste reste bloqué en dessous de la lésion, d'où l'intérêt de l'utilisation d'eau. Nous avons ici la même image décrite visible en échographie avec contraste.